Je n'aurais jamais pensé être ce genre d'homme. Vous savez, ce type à la télé qui pleure devant les caméras, suppliant les ravisseurs de libérer sa femme. Et pourtant, je le suis devenu au cœur d'une nuit parisienne, quand le téléphone a sonné à 3 heures du matin. Caroline était partie à Chamonix pour le week-end avec ses copines. Du moins, c'est ce qu'elle m'avait dit. J'ai bâti un empire à partir de rien, 3 usines, un réseau logistique couvrant la moitié de l'Europe, des bureaux à Paris, Lyon et Bordeaux. L'argent n'a jamais été un problème. Je lui ai tout donné. Une villa à Saint-Cloud, une Mercedes, une carte sans plafond. Je pensais que nous étions heureux. La voix au téléphone était déformée, comme si quelqu'un parlait à travers un tissu. Le message était clair. Il tenait Caroline. Il voulait 3 millions d'euros en liquide. Pas de police, pas de bêtises. J'avais 48 heures. Mon cœur battait à tout rompre. Mes mains tremblaient si fort que je tenais à peine le téléphone. Caroline. Ma Caroline. Nous nous étions rencontrés il y a 8 ans lors d'un gala de charité au Ritz. Elle y était bénévole, moi sponsor. Elle avait 24 ans, étudiait la psychologie à la Sorbonne. Quand elle souriait, toute la pièce s'illuminait. Je n'étais pas un romantique, je ne l'ai jamais été, mais avec elle, je me sentais complet. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Réception au château de Chantilly, 300 invités, orchestre, feu d'artifice au-dessus des jardins. Ses parents pleurèrent de joie. Ma mère me chuchotait à l'oreille « Tu es un chanceux, mon fils ». Et effectivement, je me sentais chanceux. Mais cette nuit-là, le téléphone à la main, je ne ressentais qu'une peur paralysante. J'ai appelé Marc, mon directeur financier. On se connaissait depuis 20 ans, depuis l'époque où nous étions tous deux assistants dans une petite boîte à Lille. Si quelqu'un pouvait m'aider à réunir une telle somme discrètement, c'était lui. « Pierre, qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix était endormie, inquiète. « Marc, écoute attentivement. Caroline a été enlevée. J'ai besoin de 3 millions en liquide. 48 heures. » Le silence à l'autre bout du fil a duré une éternité. « Putain de merde. D'accord, calme-toi, je vais gérer. Mais Pierre, tu dois prévenir. »« Non, pas de police. » »« C'est clair ? » ?»« C'est clair. » Les 2 jours suivants furent un calvaire. Je n'ai pas dormi, pas mangé. Je restais assis dans mon bureau à la villa fixant le téléphone. J'imaginais les pires scénarios. Caroline attachée quelque part dans une cave sombre, terrorisée, en pleurs, attendant que je vienne. Marc a travaillé comme une machine. Il a rassemblé l'argent de divers comptes d'entreprise, de mes investissements privés. Il a même vendu un paquet d'actions en bourse. Finalement, tout était prêt. 3 millions en coupures usagées, emballées dans 2 grands sacs de sport. Les ravisseurs ont rappelé. Ils ont donné le lieu. Un parking près d'un vieux centre commercial à Saint-Denis, à minuit. Seul. Pas de police. Pas d'embrouille. J'y suis allé avec mon Audi. Le parking était pratiquement vide, juste quelques voitures. Les lampadaires projetaient de longues ombres. J'attendais, moteur éteint, les sacs sur la banquette arrière. L'adrénaline pulsait si forte en moi que je pouvais à peine respirer. Au bout de 10 minutes, un van noir sans plaque s'est approché. 2 hommes cagoulés en sont sortis. L'un s'est approché de ma fenêtre. Les sacs. J'ai ouvert la portière arrière. Ils ont pris les sacs, vérifié rapidement le contenu. « Où est ma femme ?» ai-je demandé, essayant de contrôler ma voix. « Elle sera libre dans 1 heure. Tu recevras un SMS avec la localisation. Je veux la voir maintenant. Dans 1 heure. » Il a répété calmement et est retourné au van. Ils sont partis. Juste comme ça. 3 millions disparus dans l'obscurité de la nuit parisienne. Je suis resté là encore une demi-heure, attendant le message. Finalement, le téléphone a vibré. SMS. Localisation. Un vieil entrepôt à Aubervilliers. J'ai conduit comme un fou, grillant tous les feux. L'entrepôt était abandonné, la porte entr'ouverte. Je suis entré en criant son nom. Rien. Le bâtiment était vide. J'ai appelé le numéro qui m'avait envoyé le SMS. Inactif. La panique s'est transformée en quelque chose de pire. Une réalisation froide, glaciale, que quelque chose ne tournait vraiment pas rond. J'ai appelé Marc. Elle n'est pas là. Ils m'ont arnaqué. Calme-toi, Pierre. Peut-être que... Laisse tomber. Je dois réfléchir. Je suis rentré à la maison à l'aube. La villa était silencieuse, vide. Je me suis assis dans le salon, complètement épuisé, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Et là, je l'ai vu sur la table. Un relevé de sa carte de crédit.
Normalement, je ne vérifiais pas ce genre de choses. Je lui faisais confiance. Pourquoi aurais-je vérifié? Mais ce matin-là, dans cet état d'esprit, mon regard s'est arrêté sur le document. Le relevé datait de la semaine dernière. Un hôtel. Pas à Chamonix, sur la côte d'Azur. L'hôtel du Cap Edenrock. Un resort de luxe, l'un des plus chers de France. Des chambres à 2000 € la nuit. Dîner dans le meilleur restaurant. Spa. Tout ça pendant 5 jours. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'ai appelé l'hôtel me faisant passer pour le mari d'une cliente. Oui, monsieur Lefebvre. Votre femme était chez nous la semaine dernière. Réservation au nom de Lefebvre et Moreau. Le couple était très satisfait de la suite nuptiale. Moreau. Ce nom me disait quelque chose. Où l'avais-je entendu? Alexandre Moreau. Son ami de l'université. Je l'avais croisé une fois à une soirée. Un type grand, beau gosse. Caroline avait dit que c'était juste une vieille connaissance, qu'ils avaient étudié ensemble. Une vieille connaissance. Suite nuptiale. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Je ne suis pas un idiot. Je n'ai pas bâti une fortune en étant naïf. En affaires, j'ai appris à lire les gens, à détecter les mensonges, à vérifier chaque détail. Mais en amour, j'étais aveugle. J'ai passé les jours suivants à creuser. Discrètement. Personne ne devait savoir. Même pas Marc. Si c'était une erreur, un malentendu. Mais je savais déjà que ce n'en était pas un. J'ai commencé par la base. J'ai vérifié tous les relevés des 6 derniers mois. L'hôtel du Cap n'était que la partie émergée de l'iceberg. J'ai trouvé plus. Des voyages à Deauville, Monaco, même Genève. Toujours le même schéma. Elle prétendait partir avec des copines, et sur les factures apparaissaient 2 noms, Lefebvre et Moreau. J'ai engagé un détective, pas un type des pages jaunes, mais un homme recommandé par un avocat, un spécialiste des affaires délicates. Paul, c'était son nom. Nous nous sommes vus dans son bureau dans le 8e arrondissement. Monsieur Pierre, je comprends la situation. Je vous donne des réponses dans 1 semaine. J'ai toutes les réponses. Je veux des preuves, des photos, des enregistrements, tout. Il a hoché la tête. Il savait de quoi il s'agissait. Pendant cette semaine, j'ai vécu dans une étrange réalité double. À la maison, Caroline se comportait normalement. Elle m'embrassait pour m'accueillir, me demandait comment s'était passée ma journée, préparait le dîner. Elle souriait. Elle mentait. Car oui, elle était revenue. 3 jours après les enlèvements, j'ai reçu un appel d'elle. Elle pleurait, disait que les ravisseurs l'avaient relâchée, qu'elle était à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qu'elle avait eu peur, que je lui avais manqué. J'y suis allé immédiatement. Elle était assise sur un lit d'hôpital enveloppée dans une couverture, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle avait l'air terrifiée, brisée. Je l'ai prise dans mes bras. Je sentais ses larmes sur ma chemise. « C'est fini, c'est fini. Tu es en sécurité. » chuchotai-je en caressant ses cheveux. Quel loque j'étais. Quel imbécile j'avais été. Le médecin a dit qu'elle était sous le choc, qu'elle avait besoin de temps. Je l'ai ramenée à la maison. Je me suis occupé d'elle. Je lui apportais du thé, la bordais, restais assis près de son lit quand elle ne pouvait pas dormir. Et elle savait parfaitement ce qu'elle avait fait. Elle savait qu'elle avait volé 3 millions d'euros. Elle savait qu'elle avait dépensé mon argent avec son amant dans un palace. Et elle était assise là, dans notre lit conjugal, jouant la victime. Paul a appelé au bout de 6 jours. J'ai le matériel, passé au bureau. Le dossier qu'il m'a montré a signé la fin de mon mariage. Des photos, des dizaines de photos. Caroline et Alexandre Moreau au Cap d'Antibes. Sur la terrasse, main dans la main. Au restaurant, en train de s'embrasser. Dans la piscine. Au lit, ces photos avaient été prises à travers la fenêtre de leur suite. Ils se sont rencontrés il y a 2 ans lors d'une conférence à Lyon, disait Paul en classant les documents. La liaison dure depuis. Moreau est, ruiné. Il avait une entreprise de construction qui a fait faillite il y a 3 ans. Dette, huissier, la totale. Mais il a quelque chose que vous n'avez pas. Quoi? Le temps et la jeunesse. Il a 10 ans de moins que vous. Ce n'était pas de la jalousie. C'était une douleur pure, physique. Comme si on me plantait un couteau dans la poitrine et qu'on le tournait. L'enlèvement? Ai-je demandé doucement. Son idée à elle. Moreau hésitait, mais elle l'a convaincu. Ils ont tout arrangé. Les faux appels. Le faux kidnapping. L'argent a atterri sur le compte d'une société écran en Bulgarie.
De là, la moitié est partie chez Moreau, l'autre moitié est restée pour elle. Compte offshore à Chypre, à son nom de jeune fille. 1,5 million. Elle m'avait volé 1,5 million d'euros. J'ai plus. Paul a sorti d'autres documents. Des enregistrements téléphoniques. On a engagé un spécialiste. C'est illégal, donc inutilisable au tribunal, mais... Lancez la lecture. Sa voix. Elle parlait avec Moreau, elle riait. Ils planifiaient ce qu'ils feraient de l'argent. Quelle maison ils achèteraient, où ils habiteraient. Peut-être l'Espagne, peut-être le Portugal. Quelque part au chaud, loin de la France, loin de moi. Cet idiot va tout payer, disait-elle en riant. Il pense que je suis sa petite princesse. Pauvre Pierre, si confiant, si bête. Paul a coupé l'enregistrement. Je suis désolé, monsieur Pierre. Je suis resté là, dans ce petit bureau, regardant les photos de ma femme avec un autre homme. Je pensais à toutes ces années, à notre rencontre, à notre mariage, à tous les moments que nous avions partagés. Tout cela n'était-il que mensonge? Depuis le tout début? De quoi avez-vous besoin? A demandé Paul. De tout, chaque détail. Où ils sont maintenant, ce qu'ils font, où ils gardent l'argent. Tout. D'accord. Cela va coûter... Le prix m'est égal. Il est revenu vers moi le soir même. Moreau vivait dans un appartement loué dans le 20e arrondissement. Caroline le voyait régulièrement, me disant qu'elle allait à la salle de sport ou voir des amis. L'argent avait été partagé, sa part à lui déjà entamée pour rembourser une partie de ses dettes et pour leurs vacances communes, sa part à elle bien cachée sur le compte offshore. Ils prévoyaient de s'enfuir dans 2 mois. Ils avaient déjà acheté les billets pour Lisbonne, aller simple. 2 mois. Si je n'avais pas trouvé ce relevé, si je n'avais pas commencé à creuser, dans 2 mois, je me serais réveillé seul. Sans femme, sans mes 3 millions, avec une lettre d'adieu et un cœur brisé. Mais j'avais trouvé. Et maintenant, je savais. À la maison, Caroline préparait le dîner. Elle souriait, fredonnait une chanson. Elle était magnifique dans cette robe que je lui avais achetée à Paris. « Coucou chérie », a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. « Ta journée ?»« Normal », ai-je répondu en enlevant ma veste. « Et la tienne ?»« Tranquille. J'ai pris un café avec Magda. » Magda, sa soi-disant amie. J'avais vérifié. Elle n'avait pas vu Magda depuis 3 mois. Nous avons dîné en silence. Je la regardais par-dessus la table, ses mains délicates, ses yeux. Qui était cette femme? L'avais-je jamais connue? Pierre, tout va bien? A-t-elle demandé. Tu as l'air fatigué. Tout va bien. Mais rien n'allait bien. Et plus rien n'irait jamais bien. Cette nuit-là, quand elle dormait déjà, j'étais assis dans mon bureau, passant en revue les documents de Paul. Je réfléchissais. Je planifiais. J'aurais pu aller voir la police. Les preuves étaient solides, bien que pas toutes légales. Mais le procès durerait des années. Les avocats, les tribunaux, les médias, mon entreprise, ma réputation, tout serait traîné dans la boue. Non. Cela devait être réglé à ma façon. 3 millions. Elle m'avait volé 3 millions. Ma confiance, mon amour, ma vie. Maintenant, ce serait mon tour. En affaires, j'ai toujours répété à mes équipes, la patience est une vertu. N'attaquez pas tout de suite. Observez, planifiez, et ensuite frappez exactement là où ça fait le plus mal. Les 3 semaines suivantes furent un pur jeu d'acteur de ma part. Caroline n'a rien remarqué. J'étais le même Pierre. Le mari attentionné, l'homme d'affaires travailleur, l'imbécile naïf pour lequel elle me prenait. Mais en coulisses, je bougeais mes pions comme un joueur d'échecs avant le mat final. Premier mouvement. Paul devait continuer la surveillance. Je voulais tout savoir, chaque rencontre, chaque message, chaque mouvement d'argent. Deuxième mouvement. Marc. Je ne pouvais pas tout lui dire, mais j'avais besoin de son aide. Lors d'un déjeuner au Jules Verne, avec vue sur tout Paris, j'ai mis carte sur table. Partiellement. Marc, je dois te dire quelque chose. Caroline me trompe. Son visage s'est figé. Marc nous connaissait tous les deux. Il était à notre mariage. Nous fréquentait depuis toutes ces années. Tu es sûr? J'ai des preuves. Elle ne fait pas que me tromper. Elle a volé les 3 millions de l'enlèvement. C'était une mise en scène. Je lui ai montré les documents. J'ai regardé son visage passer de l'incrédulité à la rage. Putain, Pierre, je sais, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Pas pour la détruire. Ce serait trop facile. Je veux qu'elle paye. Elle et son amant. Mais ça doit être propre,
Légal. Tu comprends? Il a hoché la tête. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, le compte offshore à Chypre. Y a-t-il un moyen de le bloquer? Légalement, Marc était un financier de génie. Si quelqu'un pouvait trouver une faille, c'était lui. Donne-moi une semaine. Je connais des gens à Chypre. Si on trouve une base légale, trouve-la. Troisième mouvement, Alexandre Moreau, entrepreneur en faillite couvert de dettes, un homme sans avenir qui voyait en ma femme un billet pour une vie meilleure. Paul m'a fourni la liste de ses créanciers. Ils étaient nombreux. Banques, anciens employés, fournisseurs. Tous attendaient leur argent. Certains depuis 3 ans. J'ai commencé à racheter ces dettes. Pas moi personnellement, bien sûr, via une société écran, via Marc, discrètement. L'une après l'autre. Pas toutes, juste les plus importantes. En 2 semaines, je possédais 70% des dettes d'Alexandre Moreau. Quatrième mouvement, la maison. Notre villa à Saint-Cloud était officiellement à nos 2 noms. Mais dans le contrat de mariage, celui que nous avions signé il y a 8 ans, il y avait une clause. Si l'un des époux commet une fraude financière grave contre le foyer, il perd ses droits sur les biens communs. À l'époque, je pensais que c'était juste une formalité. Mon avocat avait insisté. Monsieur Pierre, de nos jours, il vaut mieux se protéger. J'avais eu raison de l'écouter. Maintenant, cette clause était mon arme. Cinquième mouvement, l'entreprise de Moreau. Certes en faillite, il avait encore une petite activité, du pseudo-consulting, du conseil en bâtiment. Rien de grand, mais c'était sa seule source de revenus. Marc a trouvé quelque chose d'intéressant. Moreau ne payait pas ses impôts sur cette activité. Il évitait les déclarations, travaillait au noir. C'était un détail, mais en France, le fisc ne plaisante pas. Dénonciation anonyme. Simple. Sixième mouvement, ses parents. Thierry et Valérie Dubois, des gens charmants d'Orléans. Je les adorais. Je les traitais comme mes propres parents. Je les aidais financièrement. Je leur achetais des cadeaux, je payais leurs vacances. Ils pensaient que j'étais le gendre idéal. Je ne leur avais encore rien dit. Mais je savais que ce moment viendrait. Et je savais que lorsqu'ils apprendraient ce que leur fille avait fait, ce serait pour elle pire que n'importe quelle condamnation judiciaire. Caroline était la petite fille à son papa. L'opinion de ses parents signifiait tout pour elle. Pendant tout ce temps, j'ai fait semblant. Chaque jour, chaque soir. Je l'embrassais pour lui dire bonne nuit, je lui disais que je l'aimais. Je la voyais sourire, sûre de son triomphe, sûre de m'avoir dupé. Le vendredi soir, exactement 19 jours après avoir découvert la vérité, Marc a appelé. Je l'ai. Le compte à Chypre. On a trouvé un motif, blanchiment d'argent. On peut signaler ça aux autorités chypriotes via les services français. Le compte sera gelé sous 48 heures. Fais-le. Pierre, tu es sûr? Je veux dire, elle saura que... C'est exactement le but. Qu'elle sache. Le samedi matin, au petit déjeuner, Caroline consultait son téléphone. J'ai vu son visage blêmir. Quelque chose ne va pas? Ai-je demandé en beurrant une tartine. Non, non, tout va bien. Mais tout n'allait pas bien. Elle venait de recevoir un message de la banque à Chypre. Compte bloqué. Enquête en cours. Le 1,5 million sur lequel elle comptait venait de disparaître en un instant. Je la regardais essayer de garder son calme, faire semblant que tout était normal. Mais je voyais la panique dans ses yeux. Après le petit déjeuner, elle s'est enfermée dans la salle de bain. Je l'ai entendue appeler quelqu'un. Probablement Moreau. Sa voix était aiguë, terrifiée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le compte est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai souri en buvant mon café. Le dimanche, la lettre est arrivée. Officielle du Trésor public. Pour Monsieur Alexandre Moreau. Enquête pour non-paiement d'impôts. Soupçon de fraude fiscale. Paul m'a envoyé la photo. Moreau ouvrant la lettre devant son immeuble. Le visage blanc comme un linge. Le lundi matin, l'avocat de Moreau m'a appelé. Monsieur, je représente Monsieur Alexandre Moreau. Je comprends que vous êtes le propriétaire de la majorité des dettes de mon client. C'est exact. Nous voudrions discuter d'une possibilité d'accord. Pas d'accord. Je veux le remboursement intégral, immédiatement. Monsieur Moreau n'a pas ses fonds, vous le savez. C'est son problème. J'ai raccroché. Le soir, Caroline était agitée. Moreau lui avait sûrement tout raconté. Compte bloqué, fisc, dette. Leur plan s'effondrait littéralement. Mais ce n'était que le début. Allongé dans le lit cette nuit-là, écoutant sa respiration,
Je pensais à ce qui devait encore arriver. La liste était longue, très longue. Elle avait volé 3 millions. Elle avait joué de moi comme d'un instrument. Elle avait gâché 8 ans de ma vie. Maintenant, l'heure de passer à la caisse arrivait. Et elle paierait chaque centime, chaque larme, chaque mensonge. Pas par une explosion de colère, pas par une vengeance violente, mais méthodiquement, patiemment, minutieusement, comme je l'avais appris dans les affaires, comme j'avais vécu toute ma vie. La chasse était ouverte, et ils ne savaient même pas qu'ils étaient déjà pris au piège. Si cette partie de l'histoire vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire, qu'auriez-vous fait à la place de Pierre? On se voit dans la suite. J'observais sa chute, lentement, morceau par morceau. Caroline commençait à perdre son sang-froid. Je le voyais dans les petites choses. Comment elle vérifiait nerveusement son téléphone toutes les 5 minutes, comment elle se rongeait les ongles, ce qu'elle ne faisait jamais avant, comment elle dormait mal. Elle se réveillait au milieu de la nuit, s'asseyait sur le lit, fixant l'obscurité. « Chérie, tout va bien ?» demandai-je en lui caressant l'épaule. « Oui, oui, juste un cauchemar. Un cauchemar. » Sa vie se transformait en cauchemar, et ce n'était que le début. Moreau a commencé à craquer le premier. Paul me fournissait des rapports quotidiens. Le fisc l'avait interrogé 2 fois. Les créanciers, c'est-à-dire moi, via diverses sociétés, ont commencé à appeler, à envoyer des mises en demeure. Sa petite activité a cessé de rapporter car qui voudrait travailler avec quelqu'un qui a des problèmes avec le fisc? Ils se sont vus un jeudi, dans un petit café du Marais. Paul avait un homme sur place avec un micro directionnel. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Sa voix était pleine de panique. « L'argent bloqué, toi tu as le fisc sur le dos, les dettes. Calme-toi, Caroline. On va trouver une solution. » Quelle solution? On devait déjà être à Lisbonne, on devait commencer une nouvelle vie. Je sais. Et Pierre, tu penses qu'il ne remarque rien? Je suis de plus en plus nerveuse. Il commence à poser des questions. Il ne remarquera rien. Il est trop bête. Il l'a toujours été. J'écoutais l'enregistrement dans mon bureau en sirotant un whisky Macallan de 1952. La bouteille coûtait plus cher que le budget mensuel de Moreau. J'ai souri. Trop bête. Évidemment. Vendredi, nous avons invité les Dubois à dîner à la maison. Caroline a essayé de se défiler. Pierre, peut-être une autre fois? Je suis tellement fatiguée. Nonsense. Tes parents seront ravis. On ne les a pas vus depuis longtemps. J'ai vu l'hésitation dans ses yeux, mais que pouvait-elle dire? Son père, Thierry, était un professeur à la retraite. Un homme sincère, simple, qui avait élevé sa fille dans le respect de l'honnêteté et de la vérité. L'ironie était insupportable. Sa mère, Valérie, tenait une petite fleuriste à Orléans. Elle disait toujours que le plus important dans la vie, c'était la famille et la confiance. Le dîner était copieux. Caroline avait cuisiné tout l'après-midi, essayant de se concentrer, essayant d'être normale. Nous avions fait un bœuf bourguignon, un gratin, des plats mijotés. Vin de ma cave, Bordeaux 2005. Pierre, comme toujours, tu es un mari merveilleux pour notre Caroline, a dit Thierry en levant son verre. Tu prends soin d'elle comme d'une princesse. C'est tout ce qu'elle mérite, ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. J'ai vu comment elle avalait sa salive, comment elle essayait de sourire. Valérie parlait de la boutique, de la bonne marche des affaires, de la gentillesse des gens à Orléans. Elle parlait de confiance, de l'importance que les clients puissent compter sur elle. Vous savez, de nos jours, la confiance est un trésor, ai-je dit en resservant du vin. On peut perdre de l'argent et le récupérer, mais la confiance? Quand quelqu'un trahit votre confiance, ça ne revient jamais comme avant. Caroline a laissé tomber sa fourchette. Elle a teinté contre l'assiette. Pardon, a-t-elle marmonné en se penchant pour la ramasser. Tu as tout à fait raison, Pierre, a approuvé Thierry. Nous avons toujours appris à Caroline que l'honnêteté est la base. N'est-ce pas, ma fille? Oui, papa. Sa voix était à peine audible. Après le dîner, quand les parents sont allés au salon pour le café, j'ai aidé Caroline à faire la vaisselle dans la cuisine. Tu es bizarre aujourd'hui, ai-je dit doucement. Quelque chose te tracasse? Non, tout va bien. Caroline, j'ai touché son bras. Tu peux me le dire. Le mariage, c'est la confiance, non? Nous sommes une famille. J'ai vu des larmes dans ses yeux. Un instant, j'ai cru qu'elle allait avouer, qu'elle allait tout me dire, qu'elle demanderait pardon. Mais non. Elle s'est détournée, essuyant ses yeux. Je suis juste fatigué. Rien de plus.
J'ai hoché la tête. Je savais qu'elle mentait. Elle savait que je savais. Mais le jeu devait continuer. Lundi matin, alors que Caroline était à son prétendu entraînement à la salle, elle voyait en fait Moreau dans son appartement, j'ai passé un coup de fil. À mon avocat, maître Jacques Vernon. Le meilleur avocat spécialisé en divorce de Paris, peut-être de toute la France. Il coûtait une fortune, mais il valait chaque centime. Monsieur Pierre, j'ai analysé les documents que vous avez envoyés. L'affaire est sans équivoque. Nous avons les enregistrements, les photos, les preuves de transaction. Avec la clause du contrat de mariage, votre femme n'a aucun droit sur le patrimoine. Bien. Mais je veux plus. Plus? Une procédure pénale. Escroquerie, extorsion de fonds sous faux prétexte. 3 millions, ce n'est pas de la petite monnaie. Jacques s'est resté silencieux un moment. Cela signifie la prison, peut-être même plusieurs années. Préparez les documents, mais ne les déposez pas encore. Je veux choisir le moment opportun. Je comprends. Quand voulez-vous entamer la procédure de divorce? Bientôt. D'abord, je dois régler encore quelques affaires. Car voyez-vous, le divorce, c'était trop peu. Je voulais qu'elle perde tout. La maison, l'argent, la réputation, la famille. Je voulais qu'elle comprenne ce que signifie escroquer quelqu'un qui t'a vraiment aimé. Mercredi, Marc est venu à mon bureau avec d'autres nouvelles. Le compte à Chypre. Les autorités ont ouvert une enquête formelle. S'il prouva le blanchiment, ces fonds peuvent être confisqués. Excellent. Et encore une chose. Moreau a essayé d'emprunter de l'argent. Il a fait 3 banques, rejetées partout. Il a un trop mauvais dossier de crédit et maintenant, avec le fisc, combien lui reste-t-il de sa moitié? Selon nos estimations, peut-être 300 000. Il a dépensé le reste pour rembourser les dettes urgentes que nous n'avons pas achetées et pour leur voyage. 300 000 sur 1,5 million. Il a brûlé plus d'1 million en moins d'un mois. Est-ce qu'il sait que c'est nous qui détenons ces dettes? Non. Les sociétés écrans sont bien dissimulées. Gardons ça comme ça pour l'instant. Cette nuit-là, au lit, Caroline s'est tournée vers moi. Pierre? Oui? Est-ce que tu serais capable de me pardonner si j'avais fait quelque chose de mal? Mon cœur a battu plus vite. Serait-ce possible? Voulait-elle enfin avouer? Ça dépend de ce que j'aurais à pardonner. Ai-je répondu doucement, en caressant ses cheveux. C'est pas grave, c'est une question stupide. Caroline, tu peux tout me dire. Elle est restée silencieuse un long moment. Je sais. Bonne nuit, Pierre. Bonne nuit. Elle avait sa chance. Si elle avait avoué cette nuit-là, si elle avait dit la vérité, peut-être que je me serais adouci, peut-être qu'on aurait trouvé une solution. Mais non, elle a choisi de continuer à mentir. Elle a choisi Moreau. Alors moi, j'ai choisi de continuer ma vengeance. Parce qu'un homme qui bâtit un empire à partir de rien doit savoir être impitoyable. Il doit savoir prendre des décisions difficiles. Il doit savoir finir ce qu'il a commencé. Et je finissais. Méthodiquement, patiemment, minutieusement. La moitié des dettes de Moreau étaient entre mes mains, son compte bloqué, l'argent de Caroline confisqué, les papiers du divorce prêts, les preuves rassemblées. Il me manquait encore un élément, un dernier coup qui fermerait la boucle. Et là, je me suis souvenu de ce que Paul avait mentionné en passant. Moreau avait un frère. Michel Moreau, officier de police à Lille. Un flic. À votre avis, que ressent un policier quand il apprend que son frère a participé à une escroquerie de 3 millions d'euros? J'ai souri dans l'obscurité. Oui, c'était la pièce manquante. Toutes les pièces du puzzle tombaient en place. Et eux, ils ne savaient même pas à quel point ils étaient déjà encerclés. Michel Moreau n'était pas difficile à trouver. Policier à Lille, marié, 2 enfants, une réputation respectable. Contrairement à son frère, Michel était un homme d'honneur. Du moins, c'est ce que disaient ses collègues. Je ne voulais pas le contacter directement. Cela aurait éveillé les soupçons. À la place, j'ai utilisé un intermédiaire, un homme de Paul, qui pouvait aborder l'affaire, délicatement. Commissaire Moreau, je m'appelle Stéphane Lefebvre, je suis détective privé. Je mène une enquête sur une fraude financière et le nom de votre frère est apparu dans les documents. Pouvons-nous discuter? Ils se sont rencontrés en terrain neutre, un café au centre de l'île. Michel était méfiant. C'était un flic, il sentait les embrouilles. De quoi s'agit-il concrètement? Stéphane lui a montré les photos. Alexandre et Caroline au Cap d'Antibes. Les factures. La trace de l'argent. Pas tout,
Juste assez pour semer le doute. Votre frère et cette femme sont soupçonnés d'avoir extorqué 3 millions d'euros à son mari. Faux enlèvement. L'argent a été transféré vers des comptes cachés. Une enquête internationale est en cours. J'ai vu sur l'enregistrement le visage de Michel Blémire. Il savait qui était son frère. Il connaissait ses problèmes, sa faillite, ses dettes. Mais ça dépassait les bornes. Alexandre est mon frère, a-t-il dit doucement. Mais si c'est vrai, je ne peux pas protéger ça. Personne ne vous le demande, commissaire. Je voulais juste que vous sachiez avant que l'affaire n'arrive au parquet. Michel a hoché la tête. Je savais ce qu'il ferait. Un homme d'honneur choisit toujours le bon côté, même si cela signifie trahir sa famille. 2 jours plus tard, Alexandre a reçu un appel de son frère. Paul l'a enregistré. Alexandre était déjà tellement nerveux qu'il ne vérifiait même pas s'il était sur écoute. « Qu'est-ce que tu as foutu, putain ? 3 millions ? Un faux enlèvement ? Michel, c'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Je suis flic, Alexandre. Tu crois que je peux faire semblant de ne rien savoir ? C'était son idée. Elle a tout planifié, moi j'ai juste... Juste quoi ? Juste accepté ? Juste pris l'argent ? Tu es fini. Et tu sais ce qui est le pire ? Cette fois, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas, et je ne le ferai pas. La ligne a coupé. Alexandre était assis dans son appartement, tenant le téléphone d'une main tremblante. Il savait que son propre frère l'avait lâché. Il savait que c'était la fin. Caroline l'a appris de lui le lendemain. Ils se sont revus dans ce même café du Marais. Elle pleurait, il avait l'air d'un cadavre. Mon frère sait. Il est flic, Caroline. Mon frère est flic. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est fini. Il va devoir faire un rapport. C'est son devoir. Peut-être qu'il ne le fera pas. C'est ton frère. Tu ne connais pas Michel. Il vit selon les règles. Il a toujours vécu comme ça. S'il a connaissance d'un crime, il le signale. Même si c'est moi le coupable. Je voyais comment ils s'effondraient. Tous les deux. Le plan était parfait. Fuir au Portugal, commencer une nouvelle vie, vivre avec mon argent. Et maintenant, argent bloqué, fisc, un flic dans la famille qui sait tout. À la maison, Caroline n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle avait perdu du poids, avait les yeux cernés, les cheveux en bataille. Elle avait cessé de prendre soin d'elle. « Chérie, tu devrais peut-être aller chez le médecin ?» ai-je suggéré au petit déjeuner. « Tu as mauvaise mine. Je suis juste fatigué. Ça fait des semaines que tu es fatigué. Ce n'est pas normal. Laisse-moi tranquille, Pierre. » C'était la première fois qu'elle me criait dessus. La première fois de notre mariage. J'ai vu dans ses yeux le désespoir, la peur, la colère. « Pardon », a-t-elle dit rapidement en reprenant son souffle. « Je ne voulais pas... J'ai juste une période difficile. Je sais. Tu es stressé. On devrait peut-être partir en week-end. Se reposer ?» Elle a ri amèrement. « Partir. Oui, ça résoudra tous les problèmes. » Je l'observais. La femme que j'avais aimée pendant 8 ans se désintégrait sous mes yeux. Une partie de moi, cette vieille partie naïve, voulait la serrer dans ses bras, lui dire que tout irait bien. Mais je savais mieux. Je savais que ce n'était plus la même femme. Peut-être qu'elle ne l'avait jamais été. Le jeudi, j'ai reçu un appel de Valérie, la mère de Caroline. « Pierre, j'appelle parce que je m'inquiète pour Caroline. Je lui ai parlé hier et... elle n'avait pas l'air bien. Est-ce que tout va bien chez vous ?» C'était le moment. Le moment que j'attendais. « Valérie, est-ce qu'on pourrait se voir ? Il y a une chose dont je dois vous parler. » « Bien sûr, c'est grave. Très grave. Nous avons convenu de nous retrouver à Paris, au restaurant Voltaire. Un endroit discret, calme. Ils sont venus tous les deux, Valérie et Thierry. Je voyais l'inquiétude sur leur visage. J'ai commandé du café. Pas pour moi, pour eux. Je savais qu'ils en auraient besoin. Thierry, Valérie, ce que j'ai à vous dire va être difficile. Très difficile. Mais vous avez le droit de savoir. Thierry s'est penché en avant. Pierre, parle franchement. Il est arrivé quelque chose à Caroline ? Oui, on peut dire ça. Caroline me trompe. Depuis 2 ans. Avec un homme nommé Alexandre Moreau. Valérie a mis la main devant sa bouche. Thierry me fixait simplement. Ce n'est pas tout. Ai-je continué en gardant un ton calme. Il y a un mois, ils ont mis en scène mon enlèvement. Caroline a fait semblant d'être kidnappée. J'ai payé 3 millions d'euros de rançon. L'argent a été partagé entre eux deux. En réalité, elle passait ce temps dans un palace avec son amant. J'ai sorti le dossier. Je leur ai montré les photos,
les factures, les relevés bancaires. Toutes les preuves. Valérie pleurait. Thierry restait assis en silence, fixant les documents. Je ne peux pas y croire, a chuchoté Valérie. Notre fille, notre Caroline. Je sais à quel point c'est douloureux. Croyez-moi, je le sais. C'est pour ça que je sentais que vous aviez le droit de savoir avant que l'affaire n'aille au tribunal. Au tribunal? Thierry a enfin levé les yeux. Tu veux la poursuivre? C'est une escroquerie. 3 millions d'euros. Ce n'est pas rien. Selon la loi française, c'est un crime passible de prison. La prison. Valérie a sangloté plus fort. Je me sentais comme un monstre. Mais je sentais aussi que c'était nécessaire. Ils devaient savoir. Ils devaient voir qui était vraiment leur fille. Je ne veux pas vous blesser, ai-je dit doucement. Je vous aime. Je vous ai toujours considéré comme mes propres parents. Mais je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Je ne peux pas vivre dans le mensonge. Thierry a hoché la tête lentement comme s'il était en transe. Je comprends. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Ça dépend de vous. Je veux vous donner une chance de lui parler. Peut-être qu'elle avouera, peut-être qu'elle s'expliquera. Mais sachez que les preuves sont irréfutables. Il n'y a pas d'issue. Je me suis levé, leur laissant les documents. Réfléchissez-y. Si vous voulez me parler plus tard, je suis disponible. Je suis sorti, les laissant au restaurant. Je savais ce qu'ils feraient. Ils allaient appeler leur fille. Ils allaient pleurer, crier, supplier pour des explications. Et elle allait devoir les regarder dans les yeux et dire la vérité. Cette nuit-là, Caroline est rentrée à 10 heures du soir. Les yeux rouges, le visage bouffi. Ils ont vu mes parents? A-t-elle demandé, connaissant la réponse. Elle m'a regardé avec une haine pure. Toi, tu leur as dit. Ils avaient le droit de savoir. Comment as-tu osé? C'est ma famille. Et la mienne aussi. Pendant 8 ans. Je pensais qu'ils méritèrent la vérité. Elle m'a giflé, fort. J'ai senti le goût du sang dans ma bouche. Espèce de salaud. Tu m'as détruite. Tu as tout détruit. Je suis resté calme, sans réagir. Moi je t'ai détruite? Moi? Ma voix était basse, contrôlée. Qui est la personne qui a simulé un enlèvement? Qui est la personne qui a volé son propre mari? Tu t'es détruite toute seule, Caroline. Moi j'ai juste montré à tout le monde qui tu es, vraiment. Elle s'est effondrée sur le sol, pleurant de manière hystérique. Je la regardais de haut. La femme que j'aimais était allongée sur le sol de notre maison, brisée, anéantie. Et je ne ressentais rien. Juste une froide satisfaction. C'était la fin. Je le savais. Elle le savait. Maintenant, il ne restait plus qu'à faire le ménage. Le lendemain, j'ai demandé le divorce. Les documents ont été livrés personnellement par un huissier. Il est venu le matin, quand Caroline dormait encore. Il a frappé à la porte de la chambre, a remis les enveloppes, a demandé une signature confirmant la réception. Elle les a ouverts devant moi. Elle lisait en silence, page après page. La demande de divorce. La réclamation pour le remboursement des 3 millions d'euros. L'avis d'intention de dépôt de plainte auprès du procureur de la République. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit finalement, la voix tremblante. Je peux. Et je vais le faire. Pierre, s'il te plaît, on peut parler. On a eu 8 ans pour parler. Tu as choisi le mensonge. Je me suis levé, rassemblant mes dossiers. Tu as 1 semaine pour te trouver un logement. La maison reste à moi. Selon le contrat de mariage, tu perds tes droits dessus. Tu peux prendre tes affaires personnelles, rien de plus. Où veux-tu que j'aille? Je n'ai pas d'argent. C'est ton problème. Peut-être que ton amant t'hébergera? Ah, attends. Lui non plus n'a pas d'argent. Pardon, j'avais oublié. J'ai vu dans ses yeux le désespoir, mais aussi quelque chose de plus. La colère. Une colère pure, brute. Tu as tout planifié. Depuis le début. Tu l'as fait exprès. Moi, j'ai planifié. Moi, j'ai ri amèrement. Caroline, tu as planifié un faux enlèvement pour voler 3 millions d'euros. N'inverse pas les rôles. C'est toi la criminelle, pas moi. Tu utilises ton argent, tes contacts. Tu penses que tu vaux mieux que moi? Je ne pense pas valoir mieux. Je sais que je suis plus honnête. Moi, je n'ai pas menti pendant 2 ans. Je n'ai pas simulé un enlèvement. Je n'ai pas volé la personne qui m'aimait. Je me suis approché, la regardant droit dans les yeux. Chaque euro qui me reviendra sera justice. Chaque jour que tu passeras à payer pour tes mensonges sera la punition que tu mérites. Et crois-moi, Caroline, ce n'est que le début.
Je suis sorti de la maison. J'avais rendez-vous avec Maître Vernon. Dans son cabinet, un deuxième jeu de documents m'attendait. La plainte au procureur. Détaillée, documentée, irréfutable. « Vous êtes sûr ?» a demandé Jacques. « Une fois ceci déposé, il n'y a pas de retour en arrière. Il y aura un procès pénal. Je suis sûr. Si elle est condamnée, elle risque de la prison ferme. C'est une affaire sérieuse. Je sais. Signez les papiers. Nous avons déposé la plainte le jour même. Parquet de Paris. L'affaire a été prise en charge par le procureur André Lecomte, connu pour son intransigeance dans les affaires d'escroquerie financière. Alexandre Moreau a été interrogé le premier. Paul m'a procuré la transcription. Ses contacts au palais de justice étaient très utiles. Moreau a essayé de se défendre, essayé de rejeter toute la faute sur Caroline. C'était son idée. Moi j'ai juste accepté. Mais c'est elle qui a tout organisé. Le procureur n'était pas impressionné. Monsieur Moreau, je comprends que vous avouez votre complicité dans l'escroquerie. C'est pas comme ça. C'était déjà trop tard. Il a fait des aveux qui l'ont enfoncé. Et elle avec lui. Caroline a été convoquée pour interrogatoire 2 jours plus tard. Elle est rentrée à la maison. Plus notre maison. Ma maison qu'elle devait quitter, ressemblant à un fantôme. Je ne lui ai pas adressé la parole. J'étais assis dans le salon, lisant le journal, comme si de rien n'était. « Pierre » a-t-elle commencé. « Tu as 4 jours pour déménager » l'ai-je interrompu sans lever les yeux. « Écoute-moi. Le procureur dit que je peux aller en prison. Tu aurais pu y penser avant de voler ton propre mari. Tu ne comprends pas, ce sera la fin de ma vie. » J'ai posé le journal, la regardant calmement. « Non, Caroline. Maintenant tu commences à comprendre ce que signifie le mot conséquence. Pendant ces 2 années, tu pensais être plus maligne que moi. Que tu pouvais mentir, voler, tromper et qu'il ne t'arriverait rien. Tu te trompais. Tu es cruel. Je suis juste. Ce n'est pas la même chose. Ce soir-là, elle a déménagé à l'hôtel. Elle ne pouvait rien se payer de mieux. Un ibis près de l'aéroport, une chambre à 80 € la nuit. Ses parents ont refusé de l'aider. Thierry lui a dit au téléphone que j'écoutais grâce à Paul. « Tu nous as déçus, Caroline. On t'a élevée autrement. On ne peut pas t'aider maintenant. » Moreau ne pouvait pas l'aider non plus. Son appartement était déjà saisi par l'huissier. Le processus de recouvrement des dettes que je possédais touchait à sa fin. Il ne lui restait que quelques milliers d'euros et la perspective d'un procès pénal. Tous deux étaient seuls, ruinés, terrifiés. Et moi j'étais dans ma maison, à mon bureau, dirigeant mes entreprises, vivant ma vie. L'argent 3 millions. C'était une somme conséquente, mais pas de quoi me mettre en faillite. J'avais plus, beaucoup plus. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de principe, de justice, de montrer que personne, absolument personne, ne peut profiter de moi et s'en tirer impunément. Le divorce a été prononcé en à peine 3 mois. Avec la clause du contrat et toutes les preuves, le tribunal a statué en ma faveur. Caroline n'a récupéré que ses effets personnels. Pas d'argent, pas de biens, pas de pension alimentaire. Le procès pénal a été plus long. 1 an d'audition, de témoignages, d'analyse financière. Mais l'issue était jouée d'avance. Caroline Lefebvre, accusée d'escroquerie, extorsion de fonds à hauteur de 3 millions d'euros. Verdict, 5 ans de prison dont 2 avec sursis, obligation de rembourser la somme avec intérêt. Alexandre Moreau, complicité d'escroquerie. Verdict, 4 ans de prison dont 1 avec sursis, obligation solidaire de remboursement. J'étais assis dans la salle d'audience, écoutant le verdict. Caroline pleurait. Moreau était assis, le visage de marbre. Le juge les a regardés sévèrement. « Vous avez abusé de la confiance et de l'amour de la victime d'une manière particulièrement perfide. Un faux enlèvement n'est pas seulement une escroquerie financière, mais aussi un immense traumatisme psychologique pour la victime. La peine doit être adéquate à la gravité du crime. » On les a emmenés menotter. Caroline s'est retournée, me regardant une dernière fois. Dans ses yeux, il n'y avait plus de colère, juste le vide. Je suis sorti du tribunal dans la lumière du jour parisien. Marc m'attendait près de la voiture. « Comment tu te sens » a-t-il demandé. « Bien » ai-je répondu. Et c'était la vérité. Je ne ressentais pas de joie. Je ne ressentais pas de vengeance. Je ressentais la paix. Justice avait été faite. Le mensonge avait été puni.
L'honnêteté avait gagné. Était-ce la fin? Pas tout à fait. L'argent ne reviendra pas. Ils ne l'ont pas. Mais leur réputation, leur vie, leur avenir, tout cela a été détruit. Et ça valait plus que 3 millions. Je suis monté dans la Mercedes. Marc a démarré en direction du centre. Où on va? A-t-il demandé. Au bureau. On a des boîtes à faire tourner. La vie continuait. Ma vie. Honnête, droite, juste. Et eux, ils ont quelques années pour réfléchir à leur choix. Parfois, la nuit, je pense à ce qui se serait passé si elle avait avoué. Si cette nuit-là, quand elle a demandé si je pouvais lui pardonner, elle avait simplement dit la vérité. Peut-être que ça aurait été différent. Peut-être qu'on aurait trouvé une solution. Mais elle a choisi le mensonge. Jusqu'à la toute fin. Alors moi, j'ai choisi la justice. Et je vis en paix avec ça. Merci d'avoir regardé. Laissez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire si Pierre a eu raison d'agir ainsi. À la prochaine pour de nouvelles histoires.